Ce matin d'octobre commençait comme tant d'autres dans ma maison à Lyon. Le ciel clair promettait une journée agréable pour la sortie spéciale que mon fils avait planifiée. Thomas avait insisté pour que nous allions visiter une propriété dans la région de Beaujolais. « Maman, tu vas adorer cet endroit. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait quelque chose ensemble, » m'avait-il dit avec ce sourire qui me charmait depuis qu'il était petit garçon. Tandis que je partage cette histoire difficile avec vous, je vous demande de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Peut-être pourrons-nous ainsi éviter que d'autres personnes âgées ne vivent le cauchemar que j'ai enduré sur l'autoroute A6. Je m'appelle Elisabeth Moreau, j'ai 76 ans. Pendant 4 décennies, j'ai été pharmacienne à Lyon, propriétaire de la pharmacie du centre, jusqu'à ma retraite il y a 10 ans. Je suis devenue veuve il y a 5 ans, quand Pierre nous a quittés après une bataille contre le cancer. Il avait été méticuleux pour garantir mon avenir. Notre maison dans le quartier de la Croix-Rousse était entièrement payée. Nous avions des économies substantielles et une généreuse police d'assurance vie. Pour que tu ne manques jamais de rien, disait-il toujours. La vie après avoir perdu Pierre a été un réapprentissage constant. J'ai créé de petites routines qui m'aidaient à aller de l'avant. M'occuper du jardin le matin, participer au club de lecture à la bibliothèque municipale les mardis et retrouver mes 2 amies les plus proches, Odette et Françoise, pour notre thé hebdomadaire les jeudis. Une vie tranquille et organisée qui m'apportait un certain réconfort dans ma solitude. Mon fils Thomas, à 38 ans, téléphonait occasionnellement et venait déjeuner peut-être une fois par mois. Notre relation a toujours été marquée par une certaine distance émotionnelle. Conséquence, peut-être, des longues heures que j'ai consacrées à la pharmacie quand il était enfant. Pierre compensait mon absence en étant un père extrêmement présent. C'est en mars de cette année que j'ai remarqué le changement. Thomas a commencé à me rendre visite chaque semaine. Il apportait de petits cadeaux, des chocolats que j'aimais, un châle pour les soirées fraîches, des magazines de mots croisés. Cette soudaine manifestation d'affection m'a émue. « C'est bon de te voir plus présent, mon fils », ai-je commenté lors d'un de ces déjeuners dominicaux. « J'ai réalisé que je perdais un temps précieux, maman. La vie passe trop vite », a-t-il répondu en serrant ma main sur la table. Il n'a pas fallu longtemps pour que Thomas commence à amener un ami, Laurent, qui s'est présenté comme conseiller financier. Un homme d'apparence agréable d'environ 35 ans, toujours impeccablement vêtu et avec un sourire calculé. « Madame Moreau, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Thomas parle beaucoup de vous, m'a-t-il dit lors de sa première visite. C'est lors du 3e déjeuner en présence de Laurent que le sujet de mes finances a été abordé. Gardez-vous vos investissements à jour? Avec cette inflation, l'argent qui stagne perd rapidement sa valeur, a-t-il commenté avec désinvolture tout en goûtant mon flan caramel. Mes investissements vont bien, merci. Pierre a tout arrangé avant de partir et le directeur de la banque est le fils d'une vieille amie. « Maman ?» interrompit Thomas. Laurent est spécialiste dans ce domaine. Il pourrait jeter un œil à tes papiers, juste pour s'assurer que tout rapporte au maximum. J'ai d'abord hésité, mais après des semaines d'insistance, j'ai fini par céder. Laurent a examiné mes relevés bancaires, mes investissements et particulièrement ma police d'assurance. « Madame Moreau, votre assurance est très obsolète. Avec l'inflation de ces dernières années, la valeur réelle a considérablement diminué. Vous devriez la mettre à jour pour garantir votre sécurité. » Sans percevoir les véritables intentions, j'ai accepté la mise à jour. Le montant de l'assurance a pratiquement doublé, tous les bénéfices destinés à Thomas comme unique héritier. C'est Odette, mon amie de 4 décennies, qui a d'abord sonné l'alarme lors de notre thé hebdomadaire. « Elisabeth, je ne trouve pas naturel cet intérêt soudain de ton fils pour tes finances. Nicolas, mon neveu avocat, dit toujours qu'il faut se méfier quand des parents éloignés deviennent soudainement proches. Thomas est mon fils, Odette, pas un parent éloigné, ai-je répondu, légèrement offensé. Même ainsi, fais attention. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué des changements subtils dans ma routine. Thomas a insisté pour que je renvoie Marie, ma femme de ménage depuis 15 ans, alléguant qu'elle volait de petits objets,
accusation que nous n'avons jamais prouvée. Il a commencé à suggérer que je ne devrais plus conduire, car ma vision serait compromise. Il a pris mon téléphone pour le configurer et après cela, j'ai constaté qu'il était devenu plus difficile de trouver des contacts. Ma participation au club de lecture a progressivement cessé, car Thomas ou Laurent apparaissaient toujours à cette heure-là avec une question urgente à résoudre. J'étais méthodiquement isolée, mais je ne m'en suis rendu compte que trop tard. Un après-midi d'octobre, Thomas est apparu avec une proposition. « Maman, j'ai trouvé une propriété incroyable près de Beaujolais. Je pense y investir, mais j'aimerais ton opinion. Allons y jeter un coup d'œil ce week-end. Laurent nous accompagnera pour évaluer le potentiel d'investissement. » L'idée d'une sortie après des semaines pratiquement confinées à la maison m'a enthousiasmée. J'ai accepté sans hésiter. Le dimanche 23 octobre, Thomas est venu me chercher ponctuellement à 15 heures. Laurent était déjà dans la voiture, sur le siège passager avant. « C'est une journée parfaite pour une promenade, n'est-ce pas, Madame Moreau ?» a commenté Laurent, tandis que Thomas rangeait mon sac dans le coffre. L'autoroute A6 était calme en ce dimanche après-midi. Nous avons parlé de banalités pendant le trajet, le temps clément, les élections à venir, la ferme que nous allions visiter. Thomas semblait un peu tendu, ses mains serrant le volant plus fermement que nécessaire. « Tout va bien, mon fils ?» ai-je demandé. « Oui, juste fatigué, beaucoup de soucis au travail », a-t-il répondu sans quitter la route des yeux. Laurent et Thomas ont échangé des regards dans le rétroviseur à quelques reprises, quelque chose que j'ai remarqué, mais auquel je n'ai pas accordé d'importance sur le moment. Nous avons passé le péage, et Thomas a mentionné que nous approchions de la propriété. C'est juste après le prochain virage, maman. Il y a une entrée sur la droite. À ce moment, Thomas a considérablement ralenti. Nous roulions à moins de 30 km/h sur une autoroute. J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai pensé qu'il cherchait l'entrée mentionnée. La route était complètement déserte à cet endroit. « Je crois que je vais manquer l'entrée », a dit Thomas, réduisant encore la vitesse. C'est alors que tout s'est passé en quelques secondes. Laurent s'est retourné, a détaché ma ceinture de sécurité d'un mouvement rapide et avec Thomas, m'a poussé hors du véhicule en mouvement. Je me souviens de l'impact sur l'asphalte, de la douleur lancinante, tandis que mon corps roulait sur l'accotement et tombait dans un fossé de drainage. Le dernier son que j'ai entendu était le moteur qui accélérait, emportant mon fils, l'homme qui venait d'essayer de me tuer. Si vous regardez cette histoire et connaissez une personne âgée qui a connu des changements soudains dans le comportement familial ou qui est isolée de ses relations habituelles, n'ignorez pas ces signes. Votre j'aime et votre commentaire aident ce message à atteindre plus de personnes et peuvent sauver des vies. La douleur était atroce. Je sentais que chaque respiration pourrait être la dernière. Mes côtes étaient brisées. Mon bras droit formait un angle impossible. Ma jambe immobilisée par une fracture ouverte. Le sang coulait sur mon visage, brouillant ma vision déjà compromise par le crépuscule. Le fossé où j'étais tombé faisait environ 2 mètres de profondeur, partiellement couvert par une végétation haute. Impossible d'être vu depuis l'autoroute. La nuit est tombée rapidement, apportant avec elle un froid pénétrant qui se mêlait à la chaleur de la fièvre qui commençait à s'installer. « Au secours !» ai-je essayé de crier, mais ma voix sortait comme un murmure rauque. Les voitures passaient occasionnellement, leurs phares illuminant la cime des arbres au-dessus de moi, complètement ignorante de la femme âgée mourant lentement dans le fossé. Dans les heures qui ont suivi, j'ai alterné entre conscience et inconscience. La douleur des os brisés était indescriptible, mais pire était la douleur émotionnelle de la compréhension. Mon fils unique avait tenté de me tuer, pour de l'argent, pour l'assurance que j'avais naïvement augmentée à son bénéfice. Des souvenirs de Thomas bébé dans mes bras, faisant ses premiers pas, entrant à l'école, obtenant son diplôme universitaire. Comment en étions-nous arrivés là? Qu'avais-je fait de si mal dans l'éducation de ce garçon pour qu'il devienne un homme capable de cela?
Une fine bruine a commencé à tomber vers minuit, trempant mes vêtements et intensifiant le froid. J'ai commencé à ressentir les premiers signes d'hypothermie, des tremblements violents qui envoyaient des vagues de douleur à travers mes os brisés, suivis d'une étrange sensation de chaleur et de somnolence. Je savais ce que cela signifiait. Si je m'endormais, je ne me réveillerais peut-être plus. « Pierre, je ne veux pas mourir comme ça », ai-je murmuré à mon défunt mari comme s'il pouvait m'entendre. « Pas comme ça. Pas des mains de notre fils. » Les heures se sont traînées. 1, 2, 3. J'ai perdu la notion du temps. J'essayais de rester consciente en me remémorant mentalement des recettes de médicaments que je préparais à la pharmacie des décennies auparavant. Je luttais contre la torpeur qui promettait un soulagement de la douleur. Chaque véhicule qui passait ravivait un fragile espoir, vite défait quand les phares disparaissaient au loin. J'ai essayé de me traîner plus près de la route, mais chaque mouvement provoquait une agonie si intense qu'elle me faisait perdre momentanément connaissance. À la 6e heure après la chute, quand le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon, j'ai entendu le bruit d'un camion s'arrêtant sur l'accotement. J'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait. « Au secours, ici en bas !» ai-je faiblement appelé. Miraculeusement, l'homme m'a entendu. Jean-Claude, camionneur de 59 ans qui s'était arrêté pour vérifier un pneu, s'est approché du fossé et a été horrifié en me voyant. « Mon Dieu, madame, que s'est-il passé? Qui vous a fait ça ?»« Mon fils » ai-je réussi à dire, avant que les larmes ne prennent le dessus. Les moments suivants ont été confus. Je me souviens de la voix calme de Jean-Claude au téléphone appelant une ambulance, de ses paroles réconfortantes, de la couverture qu'il a placée sur mon corps tremblant. « Tenez bon, les secours arrivent. » L'équipe médicale est arrivée et a travaillé rapidement pour me stabiliser. Le diagnostic préliminaire était effrayant. 12 os cassés, dont des côtes, le bras droit, le fémur, la clavicule et la cheville. Un traumatisme crânien, hypothermie, déshydratation sévère. C'est un miracle que vous soyez en vie, a commenté le paramédical pendant qu'il me transférait dans l'ambulance. À l'hôpital, tandis que médecins et infirmières se relayaient pour mes soins, une question se répétait comme un mantra. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait poussé mon fils à un tel acte de cruauté? La réponse a commencé à émerger 2 jours plus tard, lorsque la capitaine Sophie Martin, de la brigade de protection des personnes âgées, a visité ma chambre d'hôpital. « Madame Moreau, nous avons des informations importantes concernant votre cas, » a dit cette femme d'âge moyen, au regard compatissant mais ferme. « Avant tout, je voudrais vous montrer quelque chose. » Sur sa tablette, la capitaine a montré des images de la caméra du péage installée seulement 6 mois auparavant. L'enregistrement montrait clairement notre voiture passant et, plus important encore, identifiait nettement les 3 occupants. Moi sur la banquette arrière, Thomas conduisant, Laurent à côté. Nous avons également les images de la caméra du tronçon suivant de l'autoroute, a-t-elle expliqué. Elle montre le moment exact où vous avez été poussé hors du véhicule. Même en sachant ce qui s'était passé, voir ces images était dévastateur. Mon propre fils, avec son ami, me poussant hors d'une voiture en mouvement et continuant sans même regarder en arrière. Thomas est rentré chez lui après l'incident. Il est allé travailler normalement le lendemain, a poursuivi la capitaine. Quand nous l'avons interrogé sur votre disparition, il a prétendu que vous aviez décidé de rester à la propriété rurale avec des amis et que vous reviendriez dans quelques jours. Pendant que je luttais pour ma vie dans un fossé au bord de l'autoroute, mon fils poursuivait sa routine comme si de rien n'était. La froideur calculée m'a plus choquée que l'acte lui-même. Nous avons trouvé sur son téléphone plusieurs recherches sur comment toucher une assurance vie, personne disparue, combien de temps pour déclarer le décès, accident sur autoroute sans témoin, a continué la capitaine. Et des conversations avec Laurent planifiant tout depuis des mois. À ce moment, toutes les petites manipulations ont pris sens. L'intérêt soudain pour ma vie, l'insistance à mettre à jour l'assurance, l'isolement progressif, les insinuations que je devenais confuse.
ou oublieuse. Nous avons également découvert que votre fils a des dettes substantielles, des jeux de hasard principalement, et Laurent n'est pas conseiller financier. Il a un casier judiciaire pour escroquerie. Thomas et Laurent ont été arrêtés ce même après-midi. Quand je l'ai appris, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, non pas pour le fils qui avait tenté de me tuer, mais pour le fils que je pensais avoir élevé. Les semaines suivantes ont été un flot de douleurs physiques et émotionnelles, des chirurgies pour réparer les os brisés, une physiothérapie douloureuse, des nuits d'insomnie à repasser chaque moment des derniers mois, essayant de comprendre comment je n'avais pas vu les signes. C'est pendant cette période que j'ai rencontré l'infirmière Martine, 61 ans, qui est devenue mon ange gardien à l'hôpital. Vous savez, Madame Moreau, je travaille avec des personnes âgées depuis 40 ans et j'ai vu beaucoup de cas semblables aux vôtres, m'a-t-elle dit un après-midi en changeant mes pansements. La violence envers les personnes âgées est beaucoup plus courante que les gens ne l'imaginent, particulièrement quand de l'argent est en jeu. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils... Je n'ai pas pu terminer ma phrase. Personne n'imagine. C'est pourquoi ce type de crime se produit si fréquemment. Les personnes âgées font confiance à leurs proches et les agresseurs comptent sur cette confiance et sur le silence des victimes. Les paroles de Martine ont résonné en moi. Plus je discutais avec elle et d'autres professionnels de l'hôpital, plus je prenais conscience de l'ampleur du problème. Des histoires similaires à la mienne, souvent sans la fin heureuse d'avoir été retrouvée vivante. Pendant ma convalescence physique, j'ai pris une décision. Mon histoire ne s'arrêterait pas dans ce fossé. Je transformerais cette terrible expérience en quelque chose de plus grand que ma douleur personnelle. D'autres personnes âgées devaient être alertées. Les familles devaient comprendre les signes. Le procès de Thomas et Laurent ne serait que la première étape d'une nouvelle mission que j'allais découvrir. 3 mois après l'incident, encore en convalescence de mes multiples fractures, je suis entré au tribunal appuyé sur une canne. La salle était comble, journalistes, étudiants en droit, curieux. Mon affaire avait gagné en notoriété après la fuite des images du péage dans la presse. Un fils jette sa mère âgée d'une voiture en marche pour toucher l'assurance. Les gros titres sensationnalistes me faisaient revivre le traumatisme à chaque bulletin d'information. Thomas était assis, tête baissée, à côté de son avocat. Nos regards se sont brièvement croisés. Dans ses yeux, je n'ai pas vu de remords, seulement du calcul, évaluant comment il pourrait se sortir de cette situation. Laurent, à ses côtés, semblait nerveux, agité. Si vous suivez cette histoire et que vous vous souciez de la protection des droits des personnes âgées, laissez votre j'aime et votre commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important à ceux qui en ont le plus besoin. Le procureur, maître Antoine Dupont, un homme d'âge moyen à la stature imposante, a commencé en présentant les preuves matérielles, les enregistrements du péage, les messages textes entre Thomas et Laurent planifiant le crime, les documents de mise à jour de l'assurance, les recherches Internet sur comment déclarer un décès par disparition et délai pour toucher une assurance vie en cas de décès. Mesdames et messieurs les jurés, commença le procureur, nous sommes confrontés à un cas de cruauté calculée qui défie notre compréhension la plus élémentaire de l'humanité. Thomas Moreau et Laurent Mercier ont méticuleusement planifié l'assassinat d'Elisabeth Moreau, une femme de 76 ans, mère de Thomas, dont le seul tort fut de faire confiance à son propre fils. Quand vint mon tour de témoigner, j'ai senti le poids de chaque pas jusqu'à la barre. En tant qu'ancienne pharmacienne, j'avais toujours été une personne pragmatique, habituée à contrôler mes émotions. Mais là, face à l'homme que j'avais appelé mon fils pendant 38 ans, je sentais ma voix défaillir. « Madame Moreau, demanda gentiment le procureur, pourriez-vous décrire les événements qui ont précédé le 23 octobre ?» J'ai respiré profondément et j'ai commencé à narrer les visites soudaines, la manipulation subtile, l'isolement progressif des amis et connaissances, la mise à jour de l'assurance. Pendant que je parlais,
j'observais les expressions du jury passer du choc à l'indignation. Et que s'est-il passé dans la voiture cet après-midi-là? Nous étions sur l'autoroute A6. Thomas a dit que nous allions visiter une propriété dans le Beaujolais. Il a ralenti, prétendant chercher l'entrée. C'est alors que Laurent s'est retourné, a détaché ma ceinture de sécurité et, avec mon fils, m'a poussé hors du véhicule en mouvement. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, Madame Moreau? En plus de la douleur physique, de l'incrédulité, de l'incompréhension. Comment mon fils pouvait-il me faire ça? Qu'avais-je fait de si mal dans son éducation? Ma voix a faibli et des larmes ont coulé librement sur mon visage. C'est alors que le procureur a posé la question que je redoutais. Madame Moreau, selon vous, quelle était la motivation de votre fils? J'ai regardé directement Thomas, qui fixait maintenant le sol. L'argent. Ma vie valait moins pour lui que les 800 000 € de l'assurance. Pendant l'interrogatoire de la défense, l'avocat de Thomas a tenté une stratégie qui m'a profondément révoltée. Madame Moreau, n'est-il pas vrai que vous avez présenté des pertes de mémoire ces derniers mois, que vous confondez des faits, oubliez des rendez-vous? Non, je n'ai pas de problème de mémoire au-delà de ce qui est normal pour mon âge. Mais votre fils n'a-t-il pas exprimé son inquiétude concernant votre état mental? N'a-t-il pas suggéré des consultations médicales? J'ai immédiatement compris la tactique. Il voulait me discréditer, insinuer que j'avais imaginé ou exagéré les événements. La même manipulation que Thomas avait utilisée pendant des mois. Mon fils a essayé de me faire croire que je perdais la mémoire. Oui, son plan consistait en partie à me faire douter de moi-même, afin que je remette en question ma propre santé mentale lorsque j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le moment le plus marquant du procès est venu lorsque le procureur a projeté les images du péage sur grand écran pour le jury. La qualité de la vidéo était surprenante. On pouvait voir clairement Thomas et Laurent se retourner en même temps. Le mouvement rapide pour détacher ma ceinture, la poussée, mon corps éjecté hors du véhicule. Plusieurs jurés ont couvert leur bouche de stupéfaction. Une femme s'est mise à pleurer. Le juge a dû demander une pause pour que tout le monde se ressaisisse. À la reprise, Laurent a rompu l'accord qu'il avait conclu avec son avocat et a demandé à parler. D'une voix tremblante, il a tout confirmé. Le plan élaboré sur plusieurs mois, les dettes de jeu de Thomas, la promesse de partager l'argent de l'assurance. C'était son idée. Laurent a pointé Thomas d'un regard accusateur. Il a dit que ce serait facile, que sa mère lui faisait entièrement confiance et que personne ne soupçonnerait rien. Je voulais juste l'argent. Je n'ai jamais pensé qu'elle survivrait. Thomas a finalement levé les yeux. Pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait à du remords dans son expression. Mais il a simplement ajusté sa cravate et chuchoté quelque chose à son avocat. Le dernier jour du procès, assise au premier rang, j'ai entendu le verdict, coupable de tentative d'homicide, avec préméditation pour motif crapuleux, avec circonstance aggravante d'avoir été commis contre une personne âgée. Thomas a été condamné à 20 ans de prison, Laurent à 16 ans. Quand le juge m'a demandé si je souhaitais faire une déclaration finale, je me suis levée avec difficulté, appuyée sur ma canne. « Aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant ici », ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. J'ai perdu mon fils bien avant cette nuit sur l'autoroute. Je l'ai perdu à cause de l'avidité, de valeurs déformées, de l'idée que l'argent vaut plus que l'amour et le respect. En tant que mère, je porterai toujours le doute sur ce que j'ai mal fait dans son éducation. En tant que survivante, je ne peux qu'espérer que mon histoire serve d'avertissement à d'autres personnes âgées et à leurs familles. J'ai regardé Thomas directement. Je t'ai aimé dès le premier moment où je t'ai tenu dans mes bras, et je continue à t'aimer malgré tout. Mais je ne peux pas pardonner ce que tu as fait. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai quitté le tribunal ce jour-là en sentant un poids immense quitter mes épaules. Ce n'était pas exactement un soulagement ou une résolution, comme disent les jeunes. C'était la sensation qu'une phase s'était terminée et qu'une autre, inconnue, commençait. Le lendemain du procès, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une productrice de télévision qui voulait raconter mon histoire dans un documentaire sur la violence envers les personnes âgées.
Mon premier instinct a été de refuser. J'avais déjà suffisamment exposé ma vie. Mais je me suis alors souvenu des paroles de l'infirmière Martine. La violence envers les personnes âgées prospère dans le silence. J'ai accepté à une condition, que le programme ne soit pas sensationnaliste, mais éducatif, centré sur la prévention et les signaux d'alarme. Pendant le tournage du documentaire, j'ai rencontré Germaine, 82 ans, qui avait été droguée par son neveu pour signer une procuration, lui donnant plein pouvoir sur ses biens. Pierre, 75 ans, dont la maison avait été vendue par son fils pendant qu'il était hospitalisé, et Jeanne, 70 ans, qui subissait quotidiennement la violence psychologique de sa fille, qui la traitait d'inutile et de fardeau. Leurs histoires étaient différentes de la mienne, mais le schéma était le même. Isolement, manipulation psychologique, contrôle financier, gaslighting. Et le plus troublant était que beaucoup ne reconnaissaient même pas qu'ils étaient des maltraités. « C'est mon fils, il prend juste soin de moi. Elle s'énerve parce qu'elle s'inquiète pour moi. Il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. » Des phrases que j'ai entendues à maintes reprises, écho des excuses que j'avais moi-même formulées pour le comportement de Thomas. Après la diffusion du documentaire, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Des personnes âgées, des enfants inquiets pour leurs parents, des travailleurs sociaux, tous voulant partager des histoires, demander conseil, offrir leur soutien. C'était écrasant. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel important. Maître Claire Leroy, coordinatrice d'un programme de protection des personnes âgées au sein du bureau de l'aide juridictionnelle, voulait m'inviter à participer à un projet pilote. Madame Moreau, votre histoire a touché beaucoup de cœurs et ouvert beaucoup de yeux. Nous avons besoin de personnes comme vous pour aider à identifier et prévenir les cas de maltraitance envers les personnes âgées. Nous constituons un groupe de conférenciers pour visiter des centres communautaires, des maisons de retraite et des écoles. Seriez-vous intéressé? Je n'ai jamais été à l'aise pour parler en public. En tant que pharmacienne, mon monde était petit et contrôlé, limité au comptoir de la pharmacie et à mes clients habituels. Mais quelque chose avait changé en moi. Cette expérience de quasi-mort m'avait donné une clarté que je n'avais jamais eue auparavant concernant mon but. « Quand commençons-nous » ai-je répondu. Ma première conférence a eu lieu dans un centre communautaire pour personnes âgées dans un quartier périphérique de Lyon. Mes mains tremblaient en tenant le microphone, mais quand j'ai commencé à parler, les mots ont coulé naturellement. J'ai raconté mon histoire sans fioriture, me concentrant sur les signes que j'avais ignorés, les manipulations que je n'avais pas perçues, les moments où j'aurais pu demander de l'aide mais ne l'ai pas fait. Après la conférence, une file s'est formée. Des personnes âgées voulaient qu'on se parlait, raconter leurs expériences, poser des questions. Une dame de 83 ans a serré ma main avec force. « Merci d'avoir mis un nom sur ce que je vis », a-t-elle murmuré. « Maintenant, je sais que je ne suis pas folle. » Dans les mois qui ont suivi, j'ai visité plus de 30 centres communautaires, écoles, facultés de droit et de services sociaux. Chaque conférence était l'occasion de transformer ma tragédie en quelque chose d'utile, quelque chose qui pourrait épargner à d'autres le même sort. Parallèlement, j'ai commencé une physiothérapie intensive. Mon corps, à 76 ans, luttait pour se remettre des traumatismes subis. Certaines fractures ont bien guéri, d'autres ont laissé des séquelles permanentes. Je boitais, je ne pouvais plus lever le bras droit au-dessus de ma tête, je ressentais des douleurs chroniques aux côtes par temps froid. Mais il y avait une étrange paix à accepter mes limitations physiques. C'étaient des cicatrices de bataille, des souvenirs que j'avais survécu à l'impensable. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison. Elle venait de Thomas. J'ai hésité 2 jours avant de l'ouvrir. « Maman », commençait la lettre, « je sais que rien de ce que je peux dire ne peut défaire ce que j'ai fait ou effacer ta douleur. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. J'écris parce que j'ai finalement compris la gravité de mes actes. Je me suis inscrit à un programme de réhabilitation ici en prison et, pour la première fois, je fais face à mes démons, l'addiction au jeu, la jalousie que j'ai toujours ressentie face à ton succès.
le ressentiment enfantin que j'ai porté pendant des décennies. La lettre continuait sur plusieurs pages. Thomas décrivait comment l'addiction au paris l'avait conduit à des dettes croissantes auprès de personnes dangereuses, comment le désespoir s'était transformé en un plan monstrueux, comment il s'était convaincu que j'avais déjà assez vécu et que l'argent de l'assurance serait mieux utilisé par lui. Il n'y avait pas de demande d'aide dans la lettre, ni d'apitoiement sur soi, juste la constatation crue d'un homme qui fait enfin face à l'abîme moral dans lequel il était tombé. J'ai pleuré après avoir lu la lettre, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être qu'un jour je trouverai la force de le faire, mais à ce moment-là, mon énergie devait être concentrée sur les vivants qui pouvaient être sauvés, non sur les repentis qui avaient donc besoin d'être rachetés. Le documentaire a conduit à plus d'invitations, des conférences sur les droits des personnes âgées, des interviews à la télévision, une participation à l'élaboration de matériels éducatifs pour le ministère public. Soudain, à 76 ans, j'avais un agenda plus chargé que bien des cadres. Une de ces opportunités fut particulièrement significative. J'ai été invitée à donner une conférence dans un commissariat spécialisé dans les crimes contre les personnes âgées pour des policiers et des enquêteurs. Après l'événement, la capitaine Sophie Martin, celle-là même qui avait enquêté sur mon affaire, est venue me voir avec un dossier à la main. « Madame Moreau, nous avons un cas difficile. Une dame de 79 ans que nous soupçonnons d'être victime d'abus financiers par son gendre. Mais elle nie catégoriquement, malgré tous les signes qui pointent dans cette direction. Accepteriez-vous de lui parler? Parfois, une autre personne ayant vécu une situation similaire peut atteindre là où nous ne pouvons pas. » La rencontre avec Madame Durand fut l'un des moments les plus difficiles et gratifiants de mon nouveau parcours. Assise dans une salle réservée du commissariat, cette dame élégante et éloquente niait avec véhémence tout problème. « Mon gendre est un ange. Après la mort de ma fille, il aurait pu continuer sa vie, mais il a choisi de prendre soin de moi, » insistait-elle. Je ne l'ai pas confrontée directement. Au lieu de cela, j'ai raconté mon histoire, soulignant les petits signes que j'avais ignorés, les justifications que j'avais données à des comportements suspects, le déni dans lequel j'avais vécu pendant des mois. Voyez-vous, Madame Durand, le plus difficile a été d'admettre à moi-même que j'avais été trompée, que ma confiance avait été trahie. Cela semblait être ma faute, une admission que j'étais naïve ou stupide. Mais ce n'était pas le cas. C'était simplement la confiance naturelle que nous accordons à ceux que nous aimons. Peu à peu, j'ai vu sa résistance diminuer. Elle a commencé à poser des questions, à évoquer des situations similaires qu'elle avait vécues. À la fin de notre conversation de 2 heures, elle a accepté de permettre une enquête plus approfondie sur ses finances. 2 semaines plus tard, la capitaine Sophie m'a appelé. Ils avaient découvert que le gendre de Madame Durand avait détourné plus de 200 000 € de son compte au cours des 3 dernières années, falsifiant des chèques et effectuant des transferts vers des sociétés écrans. Votre conversation avec elle a été le tournant décisif, Madame Moreau. Sans cela, nous n'aurions jamais pu avancer dans l'enquête. Cette petite victoire m'a rempli d'un but renouvelé. J'ai réalisé que mon expérience avait une valeur unique. Je pouvais atteindre les gens d'une manière que des professionnels bien intentionnés ne pouvaient pas toujours réussir. Cette prise de conscience a conduit à l'idée de créer un groupe de soutien. Avec Maître Claire du Bureau d'aide juridictionnelle et l'infirmière Martine, nous avons fondé les Voix de l'expérience, un collectif de survivants de maltraitance envers les personnes âgées, prêtes à partager leurs histoires et à offrir un soutien à d'autres dans des situations similaires. Nous avons commencé par des réunions bimensuelles dans une salle prêtée par la mairie. À la première rencontre, seulement 5 personnes sont venues. À la 3e, nous étions déjà 15. En 6 mois, nous avons dû déménager dans un espace plus grand pour accueillir plus de 40 participants réguliers. Les histoires que j'ai entendues lors de ces rencontres étaient d'eau déchirante. Des personnes âgées qui avaient été manipulées, maltraitées, volées par ceux en qui elles avaient le plus confiance. Mais le plus inspirant était de voir comment,
en partageant, chacun trouvait un peu de guérison. Il y avait une force dans la communauté, dans la compréhension mutuelle, dans le simple « je comprends ce que vous ressentez parce que je l'ai ressenti aussi ». Lors d'une de ces réunions, une assistante sociale a suggéré que nous créions du matériel éducatif spécifique sur les signaux d'alarme de la maltraitance envers les personnes âgées, rédigé du point de vue des victimes. L'idée a évolué vers une brochure illustrée, en langage simple et direct, qui a été distribuée dans les centres de santé, les centres communautaires et les commissariats. Signaux à ne pas ignorer, avons-nous intitulé ce document. Nous avons énuméré des comportements comme l'isolement social soudain, l'intérêt subi pour les finances de la personne âgée, les changements inexpliqués dans les testaments ou les procurations, les commentaires dépréciatifs déguisés en préoccupation entre autres. La réaction a été si positive que le ministère public a demandé l'autorisation de distribuer la brochure au niveau national. Pour le premier anniversaire de notre groupe, nous avons organisé un événement spécial dans l'auditorium de l'hôtel de ville. La salle était comble, membres du groupe, professionnels, autorités, presse. En montant sur scène pour faire mon discours, j'ai regardé ces personnes et j'ai ressenti une émotion bouleversante. Il y a 1 an, j'étais simplement une vieille femme brisée, physiquement et émotionnellement, essayant de trouver un sens à une tragédie personnelle. Aujourd'hui, nous sommes tous ici, transformant la douleur en objectif, le silence en voix, l'isolement en communauté. Chaque histoire partagée est une lumière allumée dans l'obscurité, une main tendue à quelqu'un qui se sent seul dans sa souffrance. J'ai fait une pause, regardant les visages attentifs dans l'auditoire. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Chacun d'entre vous a fait ce choix courageux, transformer son expérience en aide pour les autres. Et c'est pourquoi, malgré tout, je me sens reconnaissante aujourd'hui. Reconnaissante d'être en vie, reconnaissante de vous avoir tous trouvés, reconnaissante d'avoir créé ensemble quelque chose de plus grand que nos tragédies individuelles. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis arrêtée devant le miroir. J'ai vu une femme différente de la pharmacienne retraitée d'autrefois, différente même de la survivante fragilisée d'il y a quelques mois. J'ai vu quelqu'un avec un but, avec une force, avec une clarté qui ne vient qu'après avoir été si près de la fin. Je sais que je continuerai à porter les cicatrices, physiques et émotionnelles, de cette nuit sur l'autoroute A6. Je sais que la douleur d'avoir été trahi par mon propre fils ne disparaîtra jamais complètement. Mais je sais aussi que, d'une façon mystérieuse, cette chute dans le fossé n'a pas été la fin de mon histoire. Ce fut le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la pour qu'elle atteigne plus de personnes. De nombreuses personnes âgées souffrent en silence de situations d'abus et de manipulation. Votre j'aime et votre partage peuvent aider à sauver des vies réelles. Le traumatisme nous marque, mais il n'a pas besoin de nous définir. Parfois, c'est précisément à travers nos blessures les plus profondes que nous trouvons notre plus grande force et notre véritable but. Si vous suivez cette histoire et que vous vous souciez de la protection des droits des personnes âgées, laissez votre j'aime et votre commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important à ceux qui en ont le plus besoin. 18 mois après cette nuit fatidique sur l'autoroute, j'ai reçu un appel téléphonique qui allait à nouveau changer le cours de ma vie. C'était Hélène Dubois, une procureure de la capitale qui avait assisté à l'une de mes conférences. Madame Moreau, je suis votre travail avec le groupe Les Voix de l'expérience et la brochure que vous avez développée. Nous formons une commission spéciale à l'Assemblée nationale pour proposer des modifications à la législation sur la protection des personnes âgées. Nous aimerions que vous rejoigniez le groupe en tant que consultante. Consultante pour l'élaboration de politiques publiques. À 67 ans, après une vie consacrée à manipuler des formules pharmaceutiques, j'étais appelée à aider à formuler des lois. La vie a vraiment ses mystères. J'ai immédiatement accepté, avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Que pouvais-je, une pharmacienne retraitée sans formation juridique, apporter à une commission d'experts?
Maître Dubois a été direct. Nous avons besoin de quelqu'un qui a vécu l'échec du système dans sa chair. Quelqu'un qui peut nous dire où sont les failles, où nous devons renforcer la protection. Les réunions de la commission se tenaient chaque semaine à Paris. Comme j'avais encore du mal à conduire sur de longues distances à cause des séquelles au bras, ils ont organisé un système de transport. Pendant 6 mois, j'ai commencé à voyager tous les jeudis vers la capitale. La commission était composée de juristes, de travailleurs sociaux, de gériatres, de psychologues et de représentants d'organisations de défense des droits des personnes âgées. J'étais la seule non spécialiste au sens formel, mais j'ai vite réalisé que mon expérience personnelle apportait une perspective irremplaçable. Le problème n'est pas le manque de loi, ai-je expliqué lors d'une des premières réunions. C'est la difficulté à identifier l'abus avant qu'il ne devienne catastrophique. Quand je suis arrivée à l'hôpital avec 12 os brisés, le système a fonctionné, la police a été alertée, le crime a été enquêté, les coupables ont été punis. Mais où était ce système dans les mois précédents, quand j'étais progressivement isolée, manipulée, préparée pour l'abattoir? Mon témoignage a provoqué un silence réfléchi dans la salle. L'un des juges présents a pris la parole. « Vous avez absolument raison, madame. Notre système est réactif, non préventif. Nous agissons après que le dommage est fait. Rarement nous parvenons à l'éviter. À partir de ce constat, nous avons commencé à travailler sur des propositions concrètes, formation pour les professionnels de santé, afin d'identifier les signes d'abus. Création d'un canal de signalement anonyme spécifique pour la violence envers les personnes âgées, mise en œuvre de visites préventives à domicile dans les cas suspects, développement d'un programme d'éducation financière destiné aux personnes âgées et ce que j'ai considéré comme le plus important, formation d'un réseau de vigilance communautaire. L'isolement est la plus grande arme de l'abuseur, ai-je argumenté lors de l'élaboration de cette proposition spécifique. Si j'avais maintenu un contact régulier avec mes amis, si la pharmacienne qui me servait depuis des années avait été alertée des changements dans mon comportement, si mes voisins avaient eu un canal pour signaler leurs inquiétudes, peut-être que je ne serais jamais montée dans cette voiture. Tandis que le travail de la commission avançait, j'ai continué mes activités avec les voix de l'expérience. Le groupe avait connu une croissance exponentielle avec des antennes dans les villes voisines. Nous avons organisé des ateliers, des conférences, des groupes de soutien et même un service d'accompagnement pour les personnes âgées qui devaient se rendre dans des banques ou chez des notaires et craignaient d'être pressés par des membres de leur famille. C'est par ce service que j'ai rencontré Madame Legrand, une veuve de 84 ans qui avait demandé un accompagnement pour aller à la banque. Elle avait reçu une indemnité substantielle après un accident et craignait que sa belle-fille, qui avait déjà essayé de la forcer à faire un emprunt auparavant, ne réapparaisse. J'ai accompagné Madame Legrand personnellement. À la banque, comme nous le soupçonnions, la belle-fille est apparue par coïncidence, insistant pour aider avec l'argent. La présence d'une tierce personne, moi en l'occurrence, a contrarié ses plans. Plus tard, Madame Legrand m'a confié que sa belle-fille avait déjà pris sa carte bancaire et fait des retraits non autorisés. Comment puis-je porter plainte sans créer un scandale dans la famille? Mon fils se retournerait contre moi, a-t-elle demandé angoissée. C'était un dilemme que je connaissais bien, la peur de rompre les liens familiaux, de causer des problèmes, d'être vue comme ingrate ou paranoïaque, réduisait au silence de nombreuses victimes. J'ai porté le cas à notre équipe juridique bénévole qui a aidé Madame Legrand à protéger son patrimoine sans nécessairement criminaliser immédiatement sa belle-fille. Nous avons créé un compte joint avec un avocat de confiance comme deuxième titulaire, établi des limites de retrait, installé des alertes pour les mouvements suspects. Des mesures qui ont donné à Madame Legrand le contrôle de son argent sans confronter directement sa belle-fille. Du moins, pas encore. Des cas comme celui de Madame Legrand se multipliaient chaque semaine. Chacun avec ses particularités, mais tous suivant des schémas reconnaissables. L'isolement progressif, la manipulation psychologique, le gaslighting,
le contrôle financier déguisé en aide. Un matin d'avril, alors que je prenais mon café avant de partir pour une nouvelle journée d'activité avec le groupe, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la directrice de la prison où Thomas purgeait sa peine. « Madame Moreau, votre fils a subi une attaque d'autres détenus. Il est à l'hôpital pénitentiaire dans un état grave. Il a demandé à vous voir. » Mon cœur s'est accéléré. Malgré tout, Thomas restait mon fils. Je n'avais répondu à aucune de ses lettres ces derniers 2 mois, encore incapable de traiter complètement mes sentiments à son égard. Mais maintenant, avec la possibilité de le perdre, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions contradictoires. « J'irai le voir », ai-je répondu après un long silence. L'hôpital pénitentiaire était un endroit sombre, avec des gardes armés et des procédures de sécurité rigoureuses. Thomas était dans un lit isolé, menotté même étant gravement blessé. Son visage était méconnaissable, enflé, violacé, avec des coupures profondes. De multiples coups de couteau à l'abdomen et au thorax avaient endommagé des organes internes. Quand il m'a vu, des larmes ont coulé sur son visage défiguré. « Maman, tu es venue » a-t-il murmuré avec difficulté. Je me suis assise à côté du lit, incertaine de ce que je devais dire, de ce que je devais ressentir. Une partie de moi voulait le réconforter, une autre n'arrivait toujours pas à surmonter ce qu'il avait fait. L'infirmière nous a laissés seuls quelques minutes. Les autres détenus ont découvert ce que j'ai fait. Ils ont attaqué pendant la promenade, a-t-il expliqué d'une voix faible. Ils ont dit que celui qui essaie de tuer sa propre mère ne mérite pas de vivre. Je suis restée silencieuse, tenant simplement sa main. Il n'y avait pas de mots adéquats pour ce moment. « Je comprends si tu me détestes », a poursuivi Thomas. « Je me déteste moi-même. Chaque jour ici, j'ai revécu ce que j'ai fait, me demandant comment j'ai pu en arriver là. »« Je ne te déteste pas », ai-je finalement répondu, surprise par la vérité de ces mots. « Je n'ai jamais réussi à te détester, même en le voulant parfois, mais j'essaie encore de comprendre. Pourquoi ?» Thomas a fermé les yeux un moment, comme s'il organisait des pensées difficiles. « Il n'y a pas de justification, maman. J'étais noyé dans les dettes, accro au paris, menacé par des usuriers. Je voyais l'argent de ton assurance comme ma seule issue. Je me suis convaincue que tu avais déjà assez vécu, que c'était un gaspillage que cet argent reste immobilisé, alors que j'étais désespérée. J'ai tout déformé dans mon esprit jusqu'à ce que cela paraisse presque raisonnable. » Un médecin est entré, a vérifié les moniteurs, ajusté la perfusion. « 5 minutes, a-t-il informé avant de sortir. « Les médecins disent que je ne survivrai peut-être pas à la nuit, a dit Thomas, quand nous nous sommes retrouvés seuls à nouveau. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que, même dans mes pires moments, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ma haine était dirigée contre moi-même, contre mes échecs, contre mes défaites. Tu n'étais que la cible la plus proche. Je suis restée aux côtés de Thomas jusqu'à ce qu'il s'endorme sous l'effet de la morphine. J'ai quitté l'hôpital pénitentiaire le cœur lourd, mais étrangement plus léger en même temps. Il y avait une sensation de résolution que je n'espérais pas trouver. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis le jour du procès. Pas seulement pour Thomas, mais pour toutes les années perdues, pour les choix que nous avions faits, pour les chemins qui nous avaient menés à ce point. Thomas a survécu, contrairement aux attentes médicales. Il est resté hospitalisé pendant presque 2 mois, a subi plusieurs opérations. Quand il est retourné en prison, il a été transféré dans une aile de protection spéciale. J'ai commencé à répondre à ses lettres, des correspondances difficiles, douloureuses, mais nécessaires pour nous deux. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner complètement. Le pardon, j'ai découvert, n'est pas un événement unique, mais un processus continu, avec des avancées et des reculs. Notre relation ne serait jamais plus la même, mais au moins maintenant, il y avait un dialogue honnête, quelque chose que nous n'avions peut-être jamais eu auparavant. Pendant ce temps, mon travail militant continuait à s'étendre. Le projet de la brochure avait évolué vers une application pour smartphone qui aidait les personnes âgées et leurs familles à identifier les signes d'abus
et à trouver des ressources à proximité. Commissariat spécialisé, centre d'assistance, groupe de soutien. Avec l'aide d'une équipe de bénévoles, nous avons réussi à rendre l'application gratuite et accessible, avec une interface simplifiée et des fonctionnalités audio pour ceux qui avaient des difficultés de lecture. Le travail de la commission législative portait également ses fruits. 2 de nos propositions ont été adoptées comme amendements à la loi nationale sur la protection des personnes âgées, la formation d'équipes multidisciplinaires pour des visites préventives et la création d'un protocole spécial pour que les institutions financières identifient les mouvements suspects sur les comptes des personnes âgées. En septembre de cette année-là, j'ai été surprise de recevoir une invitation à recevoir le prix Citoyenne d'honneur pour ma contribution à la cause des personnes âgées. La cérémonie aurait lieu à l'Élysée en présence du président. Je ne mérite pas un prix pour avoir fait ce qui devait être fait, ai-je protesté quand on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Madame Moreau, vous avez transformé une tragédie personnelle en une croisade qui a déjà bénéficié à des milliers de personnes âgées. Si cela ne mérite pas une reconnaissance, je ne sais pas ce qui la mérite, a répondu l'assistante du président. Le jour de la cérémonie, assise parmi les autorités et d'autres citoyens honorés pour différentes causes, j'ai réfléchi au parcours improbable qui m'avait amené là. Quand mon nom a été appelé, je suis montée sur scène en m'appuyant sur ma canne, un rappel constant de cette nuit sur l'autoroute. Ce prix n'est pas seulement le mien, ai-je dit au microphone. Il appartient à chaque personne âgée qui a trouvé le courage de dénoncer un abus, à chaque professionnel qui a appris à identifier les signaux d'alarme, à chaque bénévole qui consacre son temps à notre cause. Il appartient au camionneur qui s'est arrêté pour vérifier un bruit étrange dans le fossé et a trouvé une vieille femme brisée, mais pas vaincue. J'ai regardé l'assemblée, les visages attentifs, certains avec des larmes aux yeux. Beaucoup me demandent comment j'ai pu transformer tant de douleur en objectif. La vérité, c'est que je n'ai pas eu le choix. Quand nous survivons à l'impossible, quand on nous donne une seconde chance que tant d'autres n'ont pas eue, il ne nous reste qu'une option, honorer cette survie. En faire quelque chose qui en vaille la peine non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Après la cérémonie, une jeune journaliste m'a abordé pour une interview. Parmi ces questions, l'une m'a particulièrement prise au dépourvu. Si vous pouviez remonter le temps et vous donner un conseil, avant que tout n'arrive, que diriez-vous? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je me dirais de faire davantage confiance à mon intuition. Tous les signes étaient tôt. L'intérêt soudain pour mes finances, l'isolement progressif des amis, les petits mensonges, les insinuations sur ma capacité mentale. Mon instinct m'a alerté plusieurs fois, mais je l'ai écarté comme une imagination de vieille. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'âge nous apporte de la sagesse, et cette sagesse se manifeste souvent comme une voix intérieure que nous devons écouter. La vidéo de cette interview est devenue virale sur les réseaux sociaux. Soudain, j'ai commencé à recevoir des invitations pour participer à des podcasts, des émissions de télévision, des conférences dans des universités à travers le pays. Mon agenda, à 67 ans, était plus chargé qu'il ne l'avait jamais été durant ma vie professionnelle active. Lors d'une de ces conférences à la faculté de médecine de Paris, j'ai été approchée par une étudiante en gériatrie qui m'a fait une proposition intrigante. « Madame Moreau, je développe un projet de recherche sur les marqueurs comportementaux de maltraitance envers les personnes âgées. J'aimerais vous interviewer, vous et d'autres survivants, pour créer un protocole d'identification à utiliser dans les hôpitaux et les cliniques. Serait-ce possible? » Le projet de la jeune docteure Sophie a évolué vers une collaboration formelle entre les voix de l'expérience et le département de gériatrie de l'université. Pendant 6 mois, des survivants ont partagé leurs histoires lors d'entretiens structurés, se concentrant particulièrement sur les signes précoces d'abus qu'ils avaient ignorés ou n'avaient pas reconnus à l'époque. L'analyse de ces témoignages a conduit à la création du protocole Sophie, baptisé en hommage à la jeune médecin. Un outil de dépistage qui a commencé à être testé dans les hôpitaux
et les centres de santé de la région. Le protocole incluait non seulement des questions directes sur les abus, mais aussi des observations sur le langage corporel, les interactions avec les accompagnants et les signes physiques subtils qui pourraient indiquer une manipulation ou une coercition. Au cours des premiers mois de mise en œuvre, le protocole a identifié 17 cas suspects dans un seul hôpital de la banlieue est de Paris. Après une enquête appropriée, 12 de ces cas se sont avérés être des situations d'abus, allant de la négligence à la violence physique et financière. « Vous avez aidé à créer quelque chose qui va sauver des vies », m'a dit Dr Sophie lors d'une de nos réunions de suivi. Nous détectons ces cas avant le point de non-retour. Le point de non-retour. Cette expression m'a hanté pendant des jours. Combien de fois, durant mon propre calvaire, étais-je arrivé près de ce point sans le reconnaître? Combien d'occasions de changer le cours des événements avais-je laissé passer? C'est durant cette période de réflexion que j'ai pris l'une des décisions les plus difficiles depuis l'incident, visiter Thomas en prison. Pas dans un lit d'hôpital, pas dans une situation d'urgence, mais une visite planifiée, consciente. Le processus d'approbation de la visite a pris des semaines. Des formulaires, des entretiens avec des assistants sociaux de la prison, une évaluation psychologique pour garantir que j'étais émotionnellement préparé. Finalement, par un mercredi pluvieux, je suis entré dans le complexe pénitentiaire. Thomas semblait avoir vieilli bien au-delà de ses 40 ans. L'attaque avait laissé des cicatrices visibles sur son visage et son cou, mais c'était ses yeux qui montraient le changement le plus profond. Le regard arrogant et calculateur avait cédé la place à quelque chose de plus sombre, plus réfléchi. Nous nous sommes assis face à face dans une salle de visite surveillée. Pendant quelques minutes, nous sommes restés dans un silence inconfortable. « Merci d'être venu », dit-il finalement. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je ne m'attendais pas non plus à être ici, ai-je admis. Mais il y a des choses dont nous devons parler. » Pendant l'heure suivante, nous avons eu la conversation la plus honnête de nos vies. J'ai parlé de mon parcours depuis l'incident, de comment j'ai transformé cette expérience en quelque chose de plus grand que nous deux. Il a parlé de son processus en prison, du groupe de soutien pour les dépendants aux jeux d'argent qu'il fréquentait, des nombreuses heures de thérapie essayant de comprendre ses propres actions. Il n'y a pas eu de pardon explicite, ni de demande désespérée, ni de promesses grandioses. Juste 2 personnes meurtries par la vie, reconnaissant l'abîme entre elles et essayant, au moins, de le voir clairement. En quittant la prison, une journaliste qui avait d'une manière ou d'une autre découvert ma visite m'a abordé sur le parking. « Madame Moreau, comment était-ce de retrouver le fils qui a tenté de vous tuer? Lui avez-vous pardonné ?» Je l'ai regardé un moment, me demandant si cela valait la peine de répondre. J'ai décidé que oui, pas pour moi ou pour Thomas, mais pour le message que je pourrais transmettre. Le pardon n'est pas quelque chose de simple ou d'instantané, surtout dans les cas de traumatisme profond. C'est un processus, parfois long et douloureux. Je suis dans ce processus. Je ne sais pas où il se terminera, mais je sais que je dois le parcourir, pas pour mon fils, mais pour moi-même. La journaliste a semblé surprise par la réponse franche. Et quel message laisseriez-vous à d'autres familles pour éviter qu'elles n'arrivent à des situations aussi extrêmes? Observez les signes. Faites confiance à vos intuitions. Ne laissez pas l'amour vous aveugler face à des comportements manipulateurs ou abusifs. Et rappelez-vous, l'âge n'est pas synonyme d'incapacité ou de sénilité. Respectez les personnes âgées de vos familles comme des adultes autonomes, capables de prendre leurs propres décisions. Cette interview improvisée sur le parking de la prison est devenue une pièce supplémentaire dans la construction de la sensibilisation, qui est devenue ma mission de vie. La vidéo a été partagée des milliers de fois, générant des discussions sur le pardon, la justice restaurative et bien sûr, la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées. En décembre de cette année-là, j'ai reçu une invitation que je n'aurais jamais imaginée, participer en tant que conférencière internationale à un congrès sur le vieillissement en bonne santé en Suisse. Ma première réaction a été de refuser. Je n'avais jamais voyagé à l'étranger,
Je ne parlais pas allemand et je me sentais encore mal à l'aise avec mes limitations physiques. Vous n'avez pas besoin d'y aller seul, a argumenté Martine, qui était devenue non seulement une collègue militante, mais une amie proche. Je peux vous accompagner. Ce sera l'occasion de porter notre message au-delà des frontières. Après beaucoup d'hésitation, j'ai accepté. Le voyage à Genève a été une expérience transformatrice. J'ai découvert que la violence envers les personnes âgées est un problème universel qui traverse les cultures et les frontières. J'ai rencontré des militants de divers pays européens, chacun avec des approches différentes, mais unis par le même objectif. Ma conférence, traduite simultanément en plusieurs langues, s'est concentrée sur l'importance d'écouter les voix des survivants dans la formulation des politiques publiques. J'ai partagé l'expérience des voix de l'expérience, du protocole Sophie, des changements législatifs que nous avions obtenus en France. Wir werden nicht weniger menschlich, wenn wir älter werden, ai-je conclu, dans l'une des rares phrases que j'avais apprises en allemand. Nous ne devenons pas moins humains en vieillissant. La réponse a été émouvante. Une ovation debout qui a duré plusieurs minutes. Des experts renommés sont venus me féliciter, demander des contacts, proposer des partenariats. Soudain, notre travail local prenait une dimension internationale que nous n'avions jamais imaginée. Je suis revenu en France avec une valise pleine de cartes de visite, d'invitations à d'autres événements, et plus important encore, la certitude que j'étais sur la bonne voie. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de donner un sens à ma propre tragédie, s'était transformé en un mouvement susceptible d'avoir un impact sur des milliers de vies. Un après-midi de janvier, alors que j'organisais des notes pour une nouvelle conférence, j'ai reçu un appel d'Odette, l'amie qui m'avait d'abord alerté sur le comportement suspect de Thomas. « Elisabeth, as-tu vu le journal aujourd'hui? Cette dame de Grenoble, c'est tellement similaire à ton cas. Je n'avais pas vu la nouvelle, mais je l'ai rapidement trouvée en ligne. Une femme âgée de 82 ans avait été poussée d'une falaise par son fils et sa belle-fille lors d'une sortie en famille. Contrairement à moi, elle n'avait pas survécu. L'article mentionnait que le couple avait augmenté l'assurance vie de la victime 3 mois auparavant, isolé la dame âgée de ses amis et de sa famille, et répandu des rumeurs sur sa santé mentale. Le plan presque parfait avait été démasqué lorsque des caméras de sécurité d'une station-service proche du lieu avaient été capturées la voiture arrivant avec 3 occupants et repartant avec seulement 2. La similitude avec mon cas était troublante. J'ai ressenti un mélange de colère et de désespoir. Malgré tout notre travail, malgré les conférences, les brochures, l'application, les protocoles, des histoires comme la mienne continuaient à se répéter. Nous devons faire plus, ai-je dit à Odette. Nous ne pouvons pas laisser ces morts continuer. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence des voix de l'expérience. Pendant des heures, nous avons discuté de stratégies pour élargir notre portée, pour atteindre des communautés que nous n'avions pas encore touchées, pour sensibiliser davantage de professionnels de la santé et de la sécurité. C'est au cours de cette discussion qu'est née l'idée d'une campagne nationale de sensibilisation, pas seulement sur les signes d'abus, mais sur la valeur intrinsèque des personnes âgées dans la société. Le problème est plus profond que l'identification d'abus spécifiques, ai-je argumenté. Il s'agit de la façon dont notre société perçoit le vieillissement, comment nous traitons les personnes âgées comme des fardeaux plutôt que comme des individus à part entière, avec des droits et une dignité. La campagne « L'âge est une valeur, pas un fardeau » est née lors de cette réunion. Nous avons obtenu le parrainage d'entreprises préoccupées par la responsabilité sociale, le soutien d'ONG liées aux droits humains et de l'espace gratuit sur les chaînes de télévision et de radio. Le message était simple mais puissant. Les personnes âgées sont des individus à part entière avec des droits, des désirs et une capacité de décision. Vieillir ne signifie pas redevenir un enfant ou perdre son autonomie. Le respect est la base fondamentale de toute relation intergénérationnelle saine. L'un des points forts de la campagne était une série de vidéos
où des personnes âgées d'origine et de classes sociales différentes parlaient directement à la caméra de leurs expériences de manque de respect et d'infantilisation. J'ai 85 ans, 3 petits-enfants, une pension qui aide toute la famille, et pourtant mes enfants me parlent comme si j'avais 5 ans, disait l'une des participantes. La campagne a touché un point sensible dans la société française. Soudain, nous discutions non seulement d'abus physiques ou financiers explicites, mais des micro-agressions quotidiennes, de l'agisme subtil présent dans les relations familiales, les services publics, les médias. C'est à ce moment que j'ai réalisé. Nous avions transformé ma tragédie personnelle en un tournant pour la société. La discussion sur la violence envers les personnes âgées, autrefois reléguée dans l'ombre, occupait maintenant les gros titres, les talk-shows, les débats parlementaires. Lors d'un symposium sur le sujet à l'université Paris-Descartes, une jeune étudiante en travail social m'a posé une question qui a exigé une profonde réflexion. Madame Moreau, pensez-vous que vous auriez pu pardonner à votre fils s'il n'avait pas été attrapé? Si son plan avait réussi et que vous étiez morte dans ce fossé? La question, apparemment macabre, avait une profondeur philosophique qui m'a touchée. Vous savez, ai-je répondu après un moment, je crois que le véritable pardon ne dépend pas des conséquences externes des actes, mais de la transformation intérieure de celui qui a commis l'erreur. Si Thomas avait réussi à me tuer, mais qu'ensuite il était passé par le même processus de remords et de transformation que je vois en lui aujourd'hui, je crois que, de quelque part, au-delà de cette vie, j'aurais encore choisi de lui pardonner, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est devenu après. Ma réponse a généré un silence réfléchi dans l'auditorium. Puis, une longue ovation. J'ai réalisé que j'avais touché à quelque chose de profond, la réconciliation entre justice et compassion, la possibilité de transformation même après les pires actes. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu de France Télévisions. Ils voulaient faire une série spéciale sur la violence envers les personnes âgées pour un magazine d'information et souhaitaient que je participe non seulement comme interviewée, mais comme consultante. Nous voulons raconter des histoires réelles, Madame Moreau, mais avec responsabilité et sans sensationnalisme. Nous aideriez-vous à trouver le ton approprié et les bonnes histoires pour avoir un impact positif? Le projet a duré 3 mois. Nous avons travaillé avec une équipe de journalistes d'investigation, de psychologues et d'experts en droit des personnes âgées. Nous avons sélectionné 5 histoires emblématiques de différents types d'abus, physiques, psychologiques, financiers, patrimonial et par négligence. J'insistais pour que chaque épisode se termine non seulement par la dénonciation du problème, mais avec des informations concrètes sur les signaux d'alarme et les ressources disponibles. La série « Vies invisibles » a été diffusée pendant 5 dimanches consécutifs. L'impact a été immédiat et mesurable. Dans les jours suivant chaque diffusion, les signalements aux défenseurs des droits augmentaient de 30 à 40%. Les commissariats spécialisés ont signalé un flux plus important de consultations et d'enregistrements d'incidents. L'une de ces dénonciations a conduit à la découverte d'un réseau organisé qui ciblait des personnes âgées aisées à Paris. Un groupe d'escrocs s'infiltrait dans des clubs, des églises et des associations fréquentées par des personnes âgées, gagnait progressivement leur confiance et, après des mois de préparation, mettait en œuvre des escroqueries financières sophistiquées. La police judiciaire m'a invité à une réunion confidentielle sur l'affaire. Ils voulaient mettre ma perception sur la façon dont les criminels choisissaient et approchèrent leurs victimes. Ce que nous recherchons, c'est un modèle comportemental, a expliqué la capitaine Sophie, qui avait déjà travaillé sur mon cas. Quelque chose qui nous aide à identifier les victimes potentielles avant qu'elles ne soient attaquées. Pendant des jours, j'ai analysé les témoignages des victimes et les informations sur les escrocs. J'ai identifié un dénominateur commun inquiétant. Ils ne choisissent pas les personnes âgées les plus vulnérables ou affaiblies, ai-je expliqué lors de notre prochaine réunion. Au contraire, ils choisissent les plus indépendantes, celles qui sont fières de leur autonomie.
Et puis, systématiquement, il mine cette autonomie sous le couvert d'aide et de soins. Mon analyse a aidé la police à établir un profil préventif. Une opération a été montée et 3 semaines plus tard, 5 personnes ont été arrêtées. Les preuves trouvées indiquaient qu'ils avaient fait au moins 37 victimes âgées au cours des 2 dernières années, causant des préjudices estimés à plus de 5 millions d'euros. L'impact médiatique de l'affaire a remis en lumière la discussion sur la vulnérabilité financière dans la vieillesse. J'ai été invité à participer à une audience publique au Sénat sur le sujet, aux côtés de représentants du système bancaire, du ministère public et d'organisations de défense des consommateurs. Le problème va au-delà des escroqueries explicites, ai-je argumenté dans mon témoignage. Souvent, ce sont les proches eux-mêmes qui prennent progressivement le contrôle des finances de la personne âgée, initialement avec de bonnes intentions, mais en supprimant graduellement son autonomie. Ils commencent par aider avec les factures en ligne, puis prennent en charge les mots de passe, les cartes bancaires, et finalement la personne âgée se retrouve complètement dépendante, sans accès direct à son propre argent. Mon témoignage a conduit à une recommandation du Sénat pour que les institutions financières mettent en œuvre des mesures de protection spécifiques, comme des alertes automatiques pour les mouvements atypiques sur les comptes des personnes âgées et l'exigence de confirmation en personne pour les transactions de grande valeur. Alors que nos efforts gagnaient en visibilité nationale, ils se développaient également dans des dimensions plus intimes et locales. Les Voix de l'expérience avaient établi un partenariat avec des lycées pour porter la discussion sur le respect des personnes âgées aux nouvelles générations. Je me souviens vivement d'une de ces visites dans un lycée public de la banlieue de Lyon. J'ai parlé à des adolescents de 15 à 17 ans, craignant initialement que le sujet ne les intéresse pas. À ma surprise, la réponse fut enthousiaste. Ma grand-mère vit avec nous et mon père lui crie dessus comme si elle était sourde, mais elle entend parfaitement, a partagé une jeune fille de 16 ans. Après avoir écouté votre conférence, je vais lui en parler. Mon oncle a pris la maison de mon arrière-grand-mère en disant qu'il allait s'occuper d'elle, mais il la laisse seule toute la journée, a raconté un autre adolescent. C'est de la maltraitance, n'est-ce pas? La conscience critique de ces jeunes m'a donné de l'espoir. Peut-être étions-nous en train de semer les graines d'une société future où le respect des aînés serait une valeur fondamentale et non une exception. Au milieu de tant d'activités, je n'ai pas négligé ma relation avec Thomas. Nos visites, initialement tendues et pleines de silences inconfortables, ont progressivement évolué vers des dialogues plus honnêtes. Il était devenu moniteur du groupe de thérapie pour les dépendants aux jeux d'argent en prison et étudiait la psychologie à distance. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 40 ans, je redécouvrirais qui je suis, m'a-t-il dit lors d'une visite. Chaque jour, je pense à ce que j'ai fait, maman. Non pas pour me punir, mais pour comprendre, pour m'assurer que je ne redeviendrai jamais cette personne. J'ai observé les changements chez Thomas non seulement dans ses paroles, mais dans de petits gestes. La façon dont il écoutait attentivement les autres détenus pendant les réunions de groupe auxquelles j'ai pu assister, la gentillesse avec laquelle il traitait les gardiens, la manière dont il avait abandonné l'arrogance qui l'avait toujours caractérisé. 2 ans après l'incident, une nouvelle inattendue est arrivée. Thomas avait été approuvé pour le régime de semi-liberté en raison de sa bonne conduite. Il pourrait sortir pour travailler pendant la journée, retournant à la prison le soir. Cette nouvelle m'a apporté des sentiments ambivalents. Une partie de moi se réjouissait de son évolution, une autre craignait encore, et il y avait la question pratique. Quel employeur accepterait un homme condamné pour avoir tenté de tuer sa propre mère? La réponse est venue d'une source inattendue. Françoise, directrice du centre communautaire où nous tenions les réunions des Voix de l'expérience, a offert un poste administratif à Thomas. Je sais que cela semble fou, a-t-elle expliqué quand elle a exposé son idée. Mais je crois en la rédemption. Et quel meilleur endroit pour lui de travailler qu'entouré de personnes qui connaissent son histoire et qui sont vigilantes. De plus,
Son expérience, aussi terrible que soit son origine, peut être précieuse pour notre travail de prévention. J'ai d'abord hésité, mais j'ai fini par accepter. Il s'agirait uniquement de fonctions administratives, sans contact direct avec des personnes âgées vulnérables. Et peut-être, paradoxalement, que c'était exactement l'environnement dont Thomas avait besoin pour poursuivre sa transformation. Son premier jour de travail fut tendu. De nombreux bénévoles du centre savaient exactement qui il était et ce qu'il avait fait. J'ai observé de loin tandis qu'il se présentait, tête baissée, visiblement mal à l'aise face aux regards curieux et parfois hostiles. Les semaines ont passé. Progressivement, Thomas a gagné un certain respect par son dévouement au travail et l'humilité avec laquelle il affrontait l'examen constant. Il ne cherchait pas d'excuses ou de justifications pour ses actes passés. Quand on l'interrogeait, il répondait avec une honnêteté douloureuse sur ses erreurs et son processus de rétablissement. Un moment particulièrement significatif est survenu lorsque nous avons été invités, lui et moi, à participer à une conférence pour des étudiants en psychologie sur la réhabilitation des agresseurs. Je ne suis pas ici comme exemple de réussite, a commencé Thomas, sa voix tremblant légèrement. Je suis ici comme une étude de cas en cours, un homme qui a commis l'impensable et qui tente maintenant de comprendre comment il en est arrivé là, non pas pour s'absoudre, mais pour s'assurer qu'il ne redeviendra jamais cette personne. Il a tout décrit avec une franchise brutale le processus de déshumanisation qu'il avait traversé, comment il avait progressivement commencé à voir sa propre mère, non comme une personne, mais comme un obstacle entre lui et l'argent qu'il croyait mériter. La maltraitance envers les personnes âgées, comme toute forme de violence, exige que l'agresseur déshumanise d'abord sa victime, a-t-il expliqué. Dans mon cas, j'ai créé un récit où ma mère n'était qu'une vieille dame qui avait déjà assez vécu, dont l'existence m'empêchait de résoudre mes problèmes financiers. J'ai complètement déformé la réalité pour justifier l'injustifiable. Son discours a généré un débat intense sur les mécanismes psychologiques derrière la violence et les possibilités réelles de réhabilitation. J'ai observé avec un mélange de douleur et de fierté, douleur pour le chemin tortueux qui nous avait menés jusque-là, fierté pour le courage d'affronter sa vérité la plus sombre. Pour le 3e anniversaire de l'incident sur l'autoroute, nous avons décidé de faire quelque chose de symbolique. Les Voix de l'expérience a organisé une marche sur l'A6 même, près de l'endroit où j'avais été retrouvé. Des centaines de personnes ont participé, personnes âgées, proches, professionnels, étudiants, autorités. Chacun portait une lanterne symbolisant la lumière que nous essayions d'apporter à une réalité souvent cachée dans l'ombre. À l'endroit exact où j'étais tombé dans le fossé, nous avons planté un arbre, un olivier, qui donne des fruits même quand il est vieux, symbolisant la continuité de la vie et de la contribution sociale à tout âge. C'est pendant cette cérémonie que j'ai fait l'annonce que je préparais depuis des mois, la création de la Fondation Renaissance, une organisation à but non lucratif exclusivement dédiée à la prévention de la violence envers les personnes âgées et au soutien aux victimes. Cette fondation naît de la conviction qu'aucune expérience, aussi douloureuse soit-elle, ne doit être gaspillée, ai-je déclaré devant les caméras et le public présent. Chaque cicatrice que je porte, et elles sont nombreuses, tant visibles qu'invisibles, se transforme aujourd'hui en un engagement renouvelé envers toutes les personnes âgées qui souffrent encore en silence. La Fondation Renaissance s'est rapidement établie comme une référence nationale pour cette cause. Nous avons développé des programmes éducatifs pour les écoles, des protocoles d'identification pour les services de santé, des formations pour les forces de l'ordre, des campagnes de sensibilisation pour le grand public et, peut-être le plus important, un service d'accueil et d'orientation pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Au cours de notre première année de fonctionnement, nous avons aidé directement plus de 3000 personnes âgées et des milliers d'autres à travers nos programmes et matériels éducatifs. Nous avons établi des partenariats avec des universités, des organismes publics et des entreprises privées préoccupées par la responsabilité sociale. Tandis que la Fondation grandissait, ma relation avec Thomas évoluait également. Après 4 ans de régime de semi-liberté,
il a obtenu le droit à la liberté conditionnelle. Il a dû trouver un nouveau lieu de résidence, puisque la condition imposée par le juge était qu'il ne revienne pas vivre avec moi. Une précaution qui, honnêtement, m'a apporté un soulagement. Bien que je croie en sa transformation, il restait des traumatismes pas complètement cicatrisés. Thomas a loué un petit appartement à quelques pâtés de maison de la Fondation, où il a continué à travailler maintenant à plein temps. Son rôle avait évolué, il s'occupait toujours principalement de tâches administratives, mais il avait également commencé à témoigner lors de nos sessions éducatives pour les professionnels de la santé mentale. La perspective de l'agresseur repenti apportait un angle précieux pour comprendre le cycle de la maltraitance. Pour mon 80e anniversaire, ils ont organisé une célébration surprise au siège de la Fondation. Amis, collègues, partenaires de cause, tous réunis pour célébrer non seulement mon âge, mais le chemin parcouru depuis cette nuit sur l'autoroute. Parmi les cadeaux reçus, l'un m'a particulièrement touché. Un journal relié en cuir avec une dédicace de Thomas. Pour ma mère, qui m'a enseigné, de la manière la plus douloureuse possible, la véritable signification de la force et du but. Que ces pages n'enregistrent que des souvenirs de renaissance, jamais plus de chute. En feuilletant ces pages blanches, j'ai réfléchi à combien notre histoire s'était transformée. Ce qui avait commencé comme une tragédie familiale s'était transformé en un mouvement, une cause, une mission qui avait déjà eu un impact sur des milliers de vies. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le sens de la vie ne réside pas dans ce qui nous arrive, bon ou mauvais, mais dans ce que nous choisissons d'en faire. Chaque chute peut être une fin ou un nouveau départ. Et j'avais choisi de recommencer, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes âgées dont les voix avaient été réduites au silence depuis trop longtemps. Aujourd'hui, à 80 ans, je porte encore les cicatrices de cette nuit sur l'autoroute A6. Mon bras droit n'a jamais complètement récupéré sa mobilité. Le froid intensifie les douleurs dans mes côtes mal consolidées. La canne reste ma compagne constante. Mais ses limitations physiques semblent insignifiantes comparées à l'ampleur qu'a prise ma vie. D'une pharmacienne retraitée vivant tranquillement ces dernières années, je me suis transformée en une voix active, un agent de changement, un témoin qu'il est possible de transformer même la plus terrible tragédie en quelque chose de significatif. Quand je visite des écoles ou des centres communautaires pour donner des conférences, on me demande souvent si cela en valait la peine, si la transformation sociale que nous avons réalisée compense le traumatisme personnel que j'ai subi. Ma réponse est toujours la même. Je ne choisirai jamais de revivre cela. La douleur, le désespoir, la trahison, tout cela a laissé des marques permanentes dans mon âme. Mais l'ayant vécu, ayant survécu, je choisis quotidiennement de donner un sens à cette expérience. Je choisis de faire en sorte que ces 12 heures dans le fossé, luttant pour ma vie avec 12 os brisés, n'ayant pas été en vain. La route qui m'a menée jusqu'ici a été tortueuse et douloureuse. Elle est passée par des endroits sombres que personne ne devrait connaître. Mais elle m'a aussi amené à découvrir une force que je ne savais pas posséder, un but que je n'aurais jamais trouvé dans une vie sans turbulence. Quand je regarde en arrière, vers cette nuit sur l'autoroute, je ne vois plus seulement le moment où j'ai failli tout perdre. J'y vois aussi le début de quelque chose d'inattendu et de précieux, la genèse d'un mouvement qui a déjà sauvé d'innombrables vies et continuera à le faire bien après mon départ. Voici le message que je voudrais laisser à quiconque fait face à son propre abîme, à son propre fossé au bord de la route. Vous n'avez pas besoin d'être défini par vos pires moments. La vie peut être reconstruite, même à partir des décombres les plus improbables. Et parfois, paradoxalement, ce sont précisément nos blessures les plus profondes qui nous permettent de toucher et de transformer la vie des autres. Pour les personnes âgées qui m'écoutent et qui vivent peut-être des situations d'abus ou de négligence, votre voix compte, votre expérience compte, votre vie compte. N'acceptez pas d'être diminué, infantilisé ou contrôlé.
Cherchez de l'aide, brisez le silence. Des personnes sont prêtes à vous écouter et à vous soutenir. Pour les proches des personnes âgées, le vieillissement ne diminue ni la valeur ni la dignité d'une personne. Respectez l'autonomie, les choix et la sagesse accumulée au cours des décennies. Protéger ne signifie pas contrôler. Aimer ne signifie pas décider pour l'autre. Et pour quiconque a été jeté dans son propre fossé métaphorique, que ce soit par trahison, violence, perte ou tragédie, il y a toujours un chemin de retour vers la lumière. Parfois, ce chemin passe par l'acceptation de l'aide. D'autres fois, par la transformation de votre douleur en objectif. Mais il existe toujours, même dans les moments les plus sombres. La route qui m'a conduite au fond de l'abîme m'a aussi menée aux plus grandes hauteurs que j'ai jamais atteintes. C'est le paradoxe que je porte en moi. Ma plus grande chute est devenue, de façon inattendue, ma plus grande opportunité d'élévation. Je remercie de tout cœur chacun d'entre vous qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable ou si ce récit vous a touché, je vous prie de le partager et d'aider à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos aînés et transformer les tragédies en objectifs. Laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette mission vitale.